merci d'être venus, si nombreux. Il y a du monde. Ça veut dire que la VR, ça intéresse pas mal de gens. C'est bien. Donc tout de suite, pour mettre les choses au point, VR, je suis désolé, j'ai pas mis RV. Il y a un exposant qui s'appelle Hervé là-bas. C'est pas pour ça que j'ai pas appelé ça Hervé. VR, c'est un terme qui est virtual reality. C'est utilisé par le monde entier. On n'est pas tellement l'exception française. Donc je m'autorise à dire VR. Je suis désolé pour les gens que ça choque, mais je continuerai à le faire. Voilà, merci. Donc juste pour vous expliquer un petit peu l'objet de cette petite conférence, cette petite table ronde, j'ai autour de moi pas mal d'acteurs majeurs de la VR en France. L'idée, c'était de venir ici avec eux pour vous montrer un petit peu que la VR, ça n'est pas que le gaming, ça n'est pas que la cinématique. C'est le gaming, la cinématique, le B2B, la formation, les salles, les LBE, le cinéma, la location de matériel, les caméras, etc., etc., etc. Donc là, on a un beau panel. Donc, Nathan, alors, moi, je suis venu dans la VR il y a pas très longtemps, mais il y a très longtemps. Parce qu'en fait, la VR, le temps de la VR, il est un peu bizarre par rapport au temps de tout le monde. C'est à la fois très rapide, c'est à la fois un petit peu long pour certains. Moi, je suis arrivé dans la VR il y a 2 ans et demi, 3 ans, et à ce moment-là, on nous disait tout le monde va avoir un casque chez lui, va consommer chez lui, va s'amuser tout seul dans son salon, etc., etc. En tout cas, c'est ce que voulait nous faire croire Oculus, HTC, et voilà. Il se trouve que ça a un petit peu changé, a priori, c'est-à-dire qu'on se rend compte qu'en fait, l'adoption de tous ces devices, elle n'est pas forcément à la maison, mais elle est aussi quelque chose qui va être partagé, une sortie entre amis et aller dans une salle, comme un peu une salle de cinéma ou un parc d'attractions. Et donc je pense qu'à ce sujet, Imagis est en train d'avancer très vite. Est-ce que tu peux nous raconter ? Tout à fait. Alors, bonjour à tous. Alors déjà, pour vous expliquer un peu pourquoi j'ai cette double casquette Imagis Ulucity. Imagis est un groupe que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà, qui est aujourd'hui qui travaille dans l'audiovisuel et notamment les services aux professionnels du cinéma, que sont les exploitants, les distributeurs, les producteurs. Et Illucity est un concept, est une marque que nous avons créée pour l'exploitation de parcs d'aventure en réalité virtuelle. Alors effectivement, Alexandre, comme tu disais, pourquoi nous en arrivons aujourd'hui à ouvrir ces parcs Illucity? Tout simplement parce qu'on a fait l'observation que tu viens de dire, qui est qu'il y a quelques années, de 3 ans, 4 ans, on nous a promis une explosion des ventes de casques de VR auprès des particuliers qui rentreraient donc dans les domiciles. On se rend compte que ce n'est pas le cas. En revanche, on se rend compte que le marché commence à se développer pas mal dans ce qu'on appelle les LBE, les VR LBE, Location Based Entertainment. Pourquoi ? Parce que justement, le matériel aujourd'hui est encore très cher pour le grand public. Il faut acheter un casque, il faut acheter un ordinateur de gamer. On a une offre de contenu qui à l'époque alors était moindre, mais aujourd'hui qui s'est beaucoup développée, notamment avec des plateformes Oculus. Donc ça commence effectivement à arriver. Mais on se rend compte qu'il n'y a pas le boom qu'on nous promettait. On nous disait qu'il y aurait en 2018 entre 10 et 15 millions de headsets, de casques qui seraient vendus. Aujourd'hui, on en est à peine, je crois, 4. Donc c'est très encourageant, mais on voit que c'est un phénomène qui rentre doucement. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on s'est dit que ce qui se passait en fait dans la VR, c'était un peu la même chose que dans le cinéma, au moment de la naissance du cinéma. C'est comme si, en fait, vous imaginiez qu'au moment de la création par les Frères Lumière du cinéma, tout le monde allait s'équiper à la maison avec ce matériel-là. C'est un peu illusoire parce que déjà il y a une grosse obsolescence du matériel parce que c'est une nouvelle technologie, donc il y a des développements qui sont effectués très régulièrement, des progrès qui sont faits technologiques. Il y a les contenus également, il n'y a pas de standardisation du contenu aujourd'hui. Le cinéma a mis des années, des dizaines, des décennies avant d'avoir une standardisation et d'arriver sur des films qui durent entre 1h30, 2h, 2h30 pour des films américains, les blockbusters. Donc on se rend compte que tout ça progresse lentement et qu'en attendant, il y a une demande. Il y a une très forte notoriété de la réalité virtuelle. C'est-à-dire que ce qui est hyper intéressant pour nous, c'est que la presse a beaucoup couvert ce médium. Les gens en ont entendu parler, donc il y a une sorte d'appétence du public. On voit dès qu'il y a des activités de VR qui sont proposées, il y a des files d'attente. Donc il y a un marché qui est en train de se créer. Et nous, notre croyance, c'est que justement ce marché, il va peut-être d'abord se développer sur des lieux spécialisés, type LBE, donc des lieux dédiés à la réalité virtuelle. On en décompte
dans le monde à peu près aujourd'hui 8000. Alors il faut faire très attention avec ce chiffre de 8000 parce que sur les 8000, il y en a à peu près 5-6 000 qui sont rien qu'en Chine. Avec des qualités de lieux et de contenus qui sont très, très hétérogènes. En tout cas, en France, il y a une petite centaine de lieux où il y a de la VR permanente, tout confondu, que ce soit des salles d'escape game, des musées, des lieux comme ceux que Camille installe au Forum des Halles ou au Luxor. Donc nous on a eu cette croyance-là et on s'est dit comment Imagis aujourd'hui peut se positionner là-dessus. Et donc aujourd'hui, notre volonté, c'est de devenir un exploitant de parcs, d'aventures. On va proposer aux gens de venir faire des jeux, de venir vivre des expériences, de venir regarder des films aussi parfois. Donc notre concept de parc qui s'appelle Ulicity, c'est entre 500 m² et 2000 m² d'espace vraiment de loisirs dédiés. On ouvre le premier site à Paris, donc dans quelques semaines, fin novembre, à la Villette, sur le parvis devant la Cité des Sciences. Et voilà. Et aujourd'hui, on croit vraiment dans ce marché-là. Et notre challenge, si vous voulez, c'est non seulement de développer ce réseau, parce qu'on a une très grosse ambition en termes d'ouverture de salles, mais surtout de pérenniser cette consommation dans des lieux dédiés. Et ça va passer aussi par le fait de se différencier de ce qui est proposé à la maison, donc c'est-à-dire proposer des expériences type de l'escape game ou du free roaming. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le free roaming, c'est une expérience qu'on peut jouer en se déplaçant sur une surface importante. Donc on va se déplacer sur 100 m², 200 m² de façon libre. Donc on n'est pas connecté à un ordinateur fixe. Donc c'est des expériences très immersives. C'est ça qui nous intéresse, c'est d'aller chercher justement toute la qualité de l'expérience qu'on peut avoir aujourd'hui grâce à la réalité virtuelle. D'accord, alors c'est intéressant. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est le modèle économique. C'est-à-dire, on connaît celui du cinéma, on paye la séance et puis on va acheter un paquet de popcorn, ce qui est intéressant pour la salle. Comment vous envisagez le modèle économique? Comment ça va se passer? Est-ce que tu peux en parler ou Bien pas? sûr. Alors pour nous, c'est assez simple. En fait, aujourd'hui, contrairement à ce qui est proposé, il y a deux modèles. Aujourd'hui, il y a soit on paye un forfait temps, soit on paye au contenu. Nous, on a opté pour la deuxième alternative, au contenu. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est très important de valoriser chaque contenu. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ne serait-ce que d'un point de vue économique, quand je fais un deal avec un producteur ou avec un distributeur, je vais faire un deal sur son contenu avec soit des licences d'acquisition, enfin avec une sorte d'abonnement mensuel ou annuel, soit avec du revenue sharing, de la royalty qu'on va remonter sur le ticket vendu. Mais donc j'ai besoin d'individualiser la transaction, c'est important. Et aussi, moi, ma croyance, et ça c'est plus personnel, c'est que c'est très important aussi pour inciter les producteurs à faire des bons contenus. Non pas que les producteurs font mal leur travail, pas du tout, mais ce que je veux dire, c'est que moi, si j'ai une activité où j'ai vraiment une recrudescence de demande de la clientèle, tout le monde se rue sur son contenu, c'est un contenu qui est très intéressant économiquement, donc c'est normal que le producteur en tire profit plus qu'une activité qui va être un peu délaissée. Donc d'où la volonté de vraiment individualiser à chaque fois les transactions. D'accord. Alors à ce sujet, justement, pour se différencier des autres LBE, parce qu'à Paris, il y en a quand même quelques-uns qui fonctionnent plutôt bien, a priori, dans l'ensemble. Est-ce que vous avez des exclusivités, des jeux que vous serez les seuls à avoir dans votre circuit de distribution? Comment ça va se passer? Alors, pour le démarrage, aujourd'hui, la plupart des jeux et des contenus qu'on propose ne sont pas exclusifs. Déjà, alors, cette question, elle est très intéressante parce qu'elle soulève vraiment pas mal de questions. La question de l'exclusivité. Aujourd'hui, on pourrait se dire, c'est comme dans le cinéma. Alors, en programmation, on sait qu'il y a des fois, on essaye de mettre deux films face à face dans une ville parce que ça va être très concurrentiel. Donc ça va être dans l'intérêt de personne parce que les deux cinémas vont faire des rentrées très faibles. Aujourd'hui, nous, on pense que l'exclusivité, elle ne sera pas nécessaire à terme parce que justement, il y a un tel potentiel pour la réalité virtuelle, il y a tellement de gens qui n'en ont pas fait et qu'il faut amener justement à faire de la réalité virtuelle qu'il y aura du marché pour tout le monde. C'est comme si on disait, à Paris, il n'y a qu'un cinéma qui proposera à la 2, je prends l'exemple, du film de Pathé. Pour nous, ça n'a pas vraiment de sens. Aujourd'hui, c'est vrai que c'est souvent les exploitants demandent cette exclusivité-là parce que c'est rassurant, parce qu'on fait un investissement, on essaie de se sécuriser, de se garantir. Voilà, donc c'est compréhensible, très clairement, comme réaction. Nous, on n'y croit pas trop. En revanche, on sait très bien que lorsqu'il y aura une très grosse maturité du marché et qu'il y aura de très nombreux exploitants, donc si demain on a 20-40 salles de VR à Paris, effectivement, comment on va se différencier au-delà de tout le concept marketing, de tout l'environnement qu'on peut proposer dans le parc, ça sera le contenu qui fera la différence. Donc là, la question se posera. Aujourd'hui, on pense que c'est un peu trop tôt.
En revanche, pour répondre complètement à ta question, on a quand même envie de se faire un petit plaisir parce qu'on est comme ça pour avoir un jeu un peu différenciant, mais aussi pour avoir un jeu qui répond à nos attentes. Et donc on a effectivement lancé une coproduction d'un jeu avec le studio Backlight qui sera exclusivement dans notre réseau de parcs parce qu'on voulait justement avoir une proposition qui soit assez différente de ce qui existe aujourd'hui, notamment en free roaming, parce qu'on a développé un free roaming qui est très familial et qui sort un petit peu de la tendance des shooter games zombie wave où on tire du zombie. Voilà, on voulait quelque chose qui soit un petit peu plus cinématographique et plus familial, surtout dans l'esprit. Donc effectivement, voilà, on aura ça. La également. suite de mes questions, c'était le public visé. Alors j'imagine que c'est le plus large possible, évidemment, mais c'est vrai qu'on a tendance, dans ces salles-là, ne serait-ce que dans le marketing, je parle des LBE vraiment dédiés gaming, hein, je ne parle pas de la cinématique, etc., mais de voir des gens avec des armes tirées, etc. C'est un peu l'image qu'on a aujourd'hui quand on ne connaît pas trop l'environnement. Donc, est-ce que c'est là-dessus que vous allez? Est-ce que c'est plus... Donc, tu réponds partiellement à ma question. Mais pendant que les ados vont aller se tirer dessus, qu'est-ce que vont faire leurs parents qui viennent aussi peut-être, ou même leurs grands-parents? Est-ce qu'il y a des choses prévues pour ça, justement? Tout à fait. Alors évidemment, comme tout bon entre guillemets exploitant commerçant, notre but c'est d'avoir toute la famille. On a pensé Illucity comme étant un lieu comme le cinéma qui puisse adresser une famille entière. Donc il y en ait un peu pour tous les goûts. C'est important pour nous. Après, effectivement, aujourd'hui, le cœur de cible de la VR et des LBE, on sait que c'est cette génération des millennials, c'est du 15-35 ans. Pour l'élargir un petit peu plus que les millennials, parce que c'est un profil assez gamer, donc c'est le cœur de cible, et que lorsqu'on dit qu'on va ouvrir, on sait tout de suite qu'on va avoir ce public-là qui va en avant-première venir et qui va devenir un petit peu nos ambassadeurs. Donc on est obligé effectivement de s'adresser quand même à ce public-là, et puis parce que c'est un marché existant, mais nous on veut aller effectivement au-delà de ça. Donc c'est pour ça qu'on a aujourd'hui sur 1000 m² à la Villette une proposition de 18 expériences différentes. On aura 4 escape games, 2 free roaming, des jeux d'arcade, des simulateurs de conduite, de course, des sièges actifs d'e-box, donc avec des expériences type du ride, donc ce sont des sortes de roller coaster, de grand 8. Donc c'est une expérience que je qualifierais plus de parc d'attractions, parce que beaucoup de sensations en très peu de temps, donc c'est vraiment un shoot d'adrénaline. Donc effectivement, on essaye d'adresser le plus largement possible la famille, et le concept même du parc, vous le découvrirez j'espère en venant prochainement, il a été fait dans un univers même scénographique qui est très différent de ce qu'on peut voir aujourd'hui justement dans les salles type arcade ou shooter game, un peu en mode laser game, qui est dans des ambiances très sombres, très gamer, avec du néon. Alors moi j'adore cette ambiance-là, mais effectivement on a essayé d'ouvrir pour avoir un concept qui s'adresse vraiment à toute la famille. D'accord. Juste une petite chose à propos des matériels que vous avez choisis. Qu'est-ce que vous avez choisi? Parce qu'il y a une offre qui n'est pas énorme aujourd'hui, même pour les professionnels de ce secteur. Il y a des casques, on entend parler des casques par exemple pour les Salimax qui sont des Starbreeze, etc., qui viennent et qui vont et qui sont au point mais pas trop. Enfin voilà. Donc qu'est-ce que vous avez envisagé? Alors pour le lancement, au niveau des casques, nous aujourd'hui on part avec du HTC Vive Pro. Intégralement sur l'ensemble du parc pour des questions très simples qui est qu'on a 33 postes, donc on a 33 personnes qui peuvent jouer en simultané. On a développé un logiciel de monitoring qui permet d'avoir vraiment la main sur l'ensemble du parc informatique et donc de piloter toutes les expériences de façon centralisée. Parce qu'on ne peut pas se permettre de déclencher chaque activité sur chaque poste, ce n'était pas possible. Donc pour des questions de développement, on a fait ce choix-là. Après, aujourd'hui, effectivement, on est en discussion avec StarVR pour le fameux casque dont tu parlais, parce qu'il est effectivement assez intéressant au niveau de ses specs techniques. Et ça permettrait, je pense, d'améliorer aussi l'expérience. Donc on reste là-dessus, on reste absolument pas fermé. Le but, de toute façon, justement, comme c'est de se différencier par rapport à l'offre qui est proposée à la maison, au domicile, c'est d'avoir à chaque fois de suivre un peu l'évolution technologique. Donc ça demande un gros investissement de notre part, mais ça fait partie aussi du pari. C'est-à-dire que pour rester compétitif et pour s'assurer que dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, les gens viennent encore dans des lieux comme Illucity, il faudra être à la pointe de la technologie. Au niveau des ordinateurs, là on est soit sur du custom pour des ordinateurs fixes, soit sur des backpacks MSI ou HP, donc ça c'est assez classique.
Ok, bah merci de toutes ces informations. Et puis, alors je ne sais pas s'il y a une date. Alors, il n'y a pas encore de date officielle parce qu'on attend la commission de sécurité qui ne devrait pas tarder. Mais on espère pouvoir ouvrir autour du 28 novembre. D'accord. Voilà. Bon, donc fin novembre, on va tous j'espère. Vous serez tous bienvenus. Merci à toi. Merci. Alors, moi je me retourne vers vous deux. Je vous ai mis sur le même panneau parce que vous vous adressez aux entreprises, tous les deux. Je commence par Lucas. Donc Lucas, c'est la partie production, donc cinématique VR, c'est-à-dire film 360 haute qualité, pub, corporate, et puis aussi un peu d'interactivité, un peu d'AR, j'ai vu aussi. Oui, c'est ça, on commence l'AR. Donc, il faut m'expliquer. Donc, vous êtes très âgé en VR. Je ne sais pas depuis combien de temps vous existez, mais ça fait plus de 2 ans. Ça fait un peu plus de 2 ans, oui. Donc, plus de 2 ans, c'est énorme. Dans la VR, c'est énorme. Ouais. Et donc, en 2 ans, vous avez eu le temps d'un peu voir un peu tout ce qui se passe et puis de voir l'évolution des propositions que vous pouvez faire, l'évolution des budgets aussi. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, c'était peut-être pas pareil qu'aujourd'hui, la concurrence, etc., etc. Comment ça se passe? Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 2 ans, toutes les marques voulaient leur film 360. Voilà, c'était vraiment, il fallait absolument en avoir un pour le poster sur YouTube. Ça, c'est un petit peu descendu, c'est un petit peu redescendu. Donc, en fait, maintenant, comment ça se passe? Qu'est-ce que vos clients vous demandent? Voilà, tout simplement. Oui, c'est ça. Donc, comme le disait Nathan tout à l'heure, souvent les gens sont déçus, ont des attentes qui étaient super élevées en réalité virtuelle et les attentes sont revues à la baisse. Il y a même des gens qui aujourd'hui disent que c'est gadget, la réalité virtuelle. Autant dans les casques qui sont... Enfin, on va dire souvent, oui, c'est flou à l'intérieur, je vois mal, tout ça. Mais aussi dans les contenus. Donc moi, je trouve que les contenus, en fait, on a une impression qu'ils sont souvent bâclés, qu'ils sont pas terribles. Et donc là, je m'adresse vraiment aux créateurs de contenu et notamment dans l'institutionnel, mais ça marche aussi dans la fiction. Je trouve, en tant que créateur de contenu, c'est notre devoir de mettre la barre un peu plus haut sur ces contenus. Moi, j'ai eu souvent le cas, donc un client qui vient me voir dans mes bureaux, donc il vient m'acheter de la VR. Il vient me voir, donc je lui fais ma présentation, il est content, et à la fin je lui dis est-ce que tu veux tester des choses qu'on a faites? Et il dit non, c'est bon, la VR je connais, j'ai déjà essayé. Mais je lui dis mais comment ça t'as déjà essayé, t'as pas testé ce que je veux te montrer? Il fait non mais je connais, j'ai déjà vu. En fait pour moi il est là le problème, c'est qu'aujourd'hui il n'y a pas d'engagement vis-à-de la VR, on va la tester une fois, on va se dire ok c'est bon je connais, c'était ok mais sans plus, et en fait on a envie de s'arrêter là. Si on reprend l'exemple du cinéma, on demande à un ami, tiens, ça te dit d'aller voir un film ce soir, il va pas dire non, c'est bon, je connais, j'ai déjà vu. Enfin, ça n'arrive pas. Moi, je me souviens la première fois que j'ai vu un contenu en VR, ça a duré 3-4 minutes, j'étais bouche bée, j'ai enlevé mon casque, j'ai fait ok, je veux travailler dans ce milieu, c'est extraordinaire. C'était le contenu, c'était il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans, c'était Surge, pour ceux qui l'ont vu. Et voilà, et je me suis dit ok, mais ce médium est vraiment hallucinant. Et 2 ans plus tard, j'ai eu cette sensation que de rares fois. Je l'ai eu un peu, et c'est pas parce que je m'y suis habitué. Voilà, c'est juste encore une fois parce que je trouve que on met pas la barre assez haute. Du coup, nous, juste pour rappeler un peu, la VR, pour moi, c'est le média le plus puissant jamais créé, parce que, pour 2 choses notamment, c'est 100% d'attention. Donc on est dans le casque, on ne peut pas faire autre chose que vivre le contenu, sauf si on ferme les yeux, mais du coup, il n'y a pas trop d'intérêt. Et on peut rendre l'utilisateur actif de son contenu. Donc qu'il soit interactif ou non, en fait, l'utilisateur est au centre du contenu, on va pouvoir lui parler, on va pouvoir créer du lien émotionnel fort avec lui. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant, de super fort. Du coup, faut aller dans ce sens. En plus de ça, on a des use cases assez intéressants qui ont vu le jour. C'était pas forcément le cas au début, c'était compliqué, on savait pas trop vers où fallait aller. Aujourd'hui, il y a des use cases quand même assez forts qui ont vu le jour. Donc, on a de la visite virtuelle guidée, des usines, dans des lieux, dans des villes.
On peut immerger un spectateur dans un univers produit. Par exemple, récemment, on a fait pour un lancement de parfum alimentaire, on a créé en 3D un environnement avec les éléments constitutifs du parfum. Et c'était tous ces éléments-là, donc c'était des cookies, des chamallows, des noix de coco, et en fait, ils étaient géants. Donc on était tout petit parmi un environnement géant de tous ces trucs-là, et ça a super bien marché. En formation aussi, énormément de use cases qui voient le jour. Prise de parole en public, soft skills, apprendre une langue. On veut apprendre l'anglais, on se fait téléporter à Londres devant Big Ben pour apprendre. Voilà, pour du prototypage. Après, en médecine, en éducation, en tourisme. Enfin, il y a vraiment beaucoup d'applications. Donc du coup, comment faire en sorte que les contenus soient de meilleure qualité? Donc pour moi, j'ai relevé 4 points. Après, c'est pas exhaustif, il y en a peut-être plus. Pour moi, il y a un point assez fondamental, c'est il faut proposer des contenus de super qualité. Donc ça paraît assez bête, mais c'est quand même super important. Là, aujourd'hui, je trouve que c'est pas le cas. Et souvent, en fait, les créateurs de contenu vont s'arrêter au budget. Donc tu parlais des budgets. Aujourd'hui, c'est difficile d'aller trouver des budgets de plus de 20 000 euros. Enfin, ça existe, il faut se battre. Du coup, c'est compliqué. Les entreprises ont encore du mal à se dire que la VR coûte plus cher que des vidéos classiques. Alors que c'est le cas, ça coûte plus cher, c'est plus compliqué, c'est plus long. Il y a beaucoup de choses à apprendre. Les outils ne sont pas encore très performants. Je te coupe à ce sujet. Ouais. Pourquoi, à ton avis? C'est-à-dire que pourquoi est-ce que les gens s'imaginent que la VR, ça coûte 5 000 euros et qu'un film de corporate de très bonne qualité, ils sont prêts à mettre 25, 30 000, 40 000. Qu'est-ce qui fait que les clients se disent, de toute façon, la VR, ça coûte rien, enfin, c'est simple, c'est facile à faire, etc. C'est quoi le souci? Moi, je pense que le souci, c'est déjà, ils pensent trop que ça ressemble à de la vidéo classique. Donc, ils se disent, je vois pas pourquoi ça coûterait plus cher, c'est la même chose. Et en fait, ce qui un peu tue le marché, mais surtout dans la vidéo classique, en fait, c'est un peu les freelances, c'est ceux qui commencent, qui vont casser complètement les prix. Et du coup, surtout en plus en vidéo classique maintenant, avec très peu de matériel, on peut vraiment faire des trucs super. Donc pour 2 000 euros, on peut avoir quelque chose de vraiment bien. Alors qu'une entreprise le vendra 10, 15 000 euros derrière. Donc effectivement, le client ne comprend pas pourquoi j'ai la même chose à 2 000 euros qu'à 15 000 euros. Donc, sauf qu'en VR, pour l'instant, on n'en est pas du tout là. Les outils sont compliqués. Donc, demander à un freelance d'aller vous faire un film en VR pour pas cher, c'est risqué. Enfin, tout dépend de ce qu'on va faire, mais c'est quand même risqué aujourd'hui. Du coup, ouais, donc c'est ça. Enfin, il faut. Ça coûte cher. Et du coup, ça coûte cher, mais ils mettent souvent pas assez d'argent. Du coup, il faut quand même aller au-delà de ce qu'on vend. Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je fais souvent. Je veux vendre pour X milliers d'euros, j'en ai beaucoup moins, mais du coup, je vais quand même faire ce que je voulais vendre à la base. Un peu moins quand même, mais... Alors, du coup, est-ce que c'est viable? C'est-à-dire que est-ce que ça vaut le coup aujourd'hui de se lancer dans la production de films corporate en VR en tant qu'entreprise, hein? Je ne parle pas en tant que particulier qui va acheter une caméra à 300 euros et puis qui va proposer ses services. Est-ce que c'est viable? Est-ce que vous faites que de la VR ou est-ce que vous faites aussi des films corporate classiques? Comment vous gérez cette situation un peu compliquée, justement? En fait, je pense au-delà de ça, c'est que la demande est pas encore... pas tout le monde veut de la VR, alors que tout le monde veut de la vidéo. Donc en fait, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est on multiplie nos secteurs d'activité. Donc comme tu l'as dit au début, donc on s'est lancé dans la réalité augmentée. Donc ça fonctionne bien. Donc on fait de la VR, on fait de la vidéo 360. On a fait un peu de location aussi au début. Donc au début, on essaie un peu de s'en sortir par tous les moyens possibles. Donc en fait, c'est là où nous on s'en sort, c'est qu'on est agile. En fait, on est quand même assez peu. Donc on peut multiplier un peu les domaines et aller là où les gens achètent en fait. Ok, parfait. D'autres choses à ajouter Du coup, j'avais juste pour finir sur produire des meilleurs films. Faut aussi designer les expériences, donc faire des jolies choses. Le nombre de fois où j'ai vu, en fait c'est des choses bêtes, hein, mais
un motion design qui sort tout droit des années 2005, un carton noir écrit sur du blanc, alors qu'on peut faire des animations super facilement avec des outils qui sont simples. Bon, en fait, c'est des choses qui coûtent pas grand-chose et qui changent toute l'expérience utilisateur. Et ça, c'est important. Il faut vraiment penser expérience utilisateur en VR. Et aussi, ouais, un dernier point, il faut proposer un storytelling fort. On va me montrer par exemple un plan drone des gorges du Verdon. Super, c'est magnifique, mais qu'est-ce que tu veux me raconter? Qu'est-ce que tu veux me dire? Souvent, voilà, on met des images pour des images et derrière on raconte rien. Du coup, je trouve que c'est un peu pauvre. Si on fait ça, tous les points que je vous ai dit, on va créer plus d'engagement auprès des utilisateurs. Donc en fait, le but c'est quoi? Le but c'est qu'on montre un contenu à un utilisateur, il enlève le casque et ils se disent ok, j'ai envie d'en regarder un autre. J'ai envie de regarder un autre, j'ai envie de revenir. En fait, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, on n'y est pas encore. Et il faut qu'on arrive à ce point-là où, ok, il y a un nouveau contenu, ok, j'ai envie d'aller le voir. Je vais me déplacer pour aller le voir. Ok, enfin, je pense qu'il faut qu'on arrive là. Et voilà, et la VR, c'est un domaine qui est tout nouveau. On a encore plein de choses à expérimenter, plein de choses à créer. Il ne faut pas qu'on se repose sur nos lauriers, surtout pas. Il faut qu'on continue à créer, à expérimenter, à aller plus que ce qu'on nous demande. Et voilà, c'est comme ça que ça va marcher. Merci de ton analyse, très intéressant. Je vais passer la parole à Bertrand. Alors Bertrand, lui, il a la salle, donc il va proposer les expériences aux entreprises. Donc je pense que c'est un gros travail pour évangéliser, c'est-à-dire faire connaître. Parce que finalement, comme tu disais, Lucas, la VR, nous, on est en plongée dedans en permanence, mais est-ce que les gens sont capables de faire la différence entre la R, la VR, le cinéma 360, la vidéo? C'est un peu compliqué. Donc je pense que le pavillon est un bon endroit pour les entreprises pour démêler tout ça. C'est le meilleur endroit, indubitablement. J'ai été producteur audiovisuel. Il y a 3 ans, j'ai mis la tête dans un masque de réalité virtuelle. Et comme toi, j'ai été fasciné. Et je me suis mis à produire des contenus en réalité virtuelle. Et quand on veut produire des contenus en réalité virtuelle, on est obligé de prendre son bâton de pèlerin ou sa baguette de prof et d'aller expliquer aux entreprises, puisque je produisais du B2B, ce qu'est la réalité virtuelle. Beaucoup de gens n'ont pas compris que c'est pas une techno, c'est un nouveau média. Donc quand les gens comparent la réalité virtuelle à la vidéo classique et disent c'est comme de la vidéo mais un petit peu plus cher, ça revient à dire que la télé c'est comme de la radio mais avec des images en plus et un peu plus cher. Ce point est fondamental parce que c'est sur la base de cette analyse de nouveaux médias qu'on peut imaginer le potentiel assez inouï de la réalité virtuelle. Bref, en tant que producteur, je souffrais d'avoir à évangéliser et donc du coup un jour j'ai décidé d'inverser la charge et de faire du métier d'évangélisateur en fait un business model. Et avec mon associé Émilie Gobin-Mignot, on a donc ouvert cette salle il y a 8 mois au cœur de Paris, au rez-de-chaussée de Nouma, le pavillon. Dans cette salle, on a reçu déjà 3000 personnes, uniquement des entreprises qui viennent pour 2 choses. Elles viennent pour comprendre, découvrir, se former à la réalité virtuelle et elles viennent imaginer leur propre cas d'usage. Et elles viennent pour des sessions qui durent rarement moins de 3 heures. Alors pour les former, pour qu'elles découvrent, on a réuni au pavillon 450 cas d'usage de la réalité virtuelle et de la réalité d'entreprise, de la réalité augmentée, utilisés au quotidien par les entreprises. Donc soit ce sont des développements spécifiques pour une boîte, soit ce sont des contenus sur étagère qui peuvent servir le propos de beaucoup d'entreprises. Quand on a ouvert le pavillon, il y a 8 mois, on avait 150 cas d'usage. Ça ne veut pas dire que notre système de veille est au point, il l'est, mais ça veut surtout dire que tous les jours, il y a des nouvelles entreprises qui adoptent la réalité virtuelle ou la réalité augmentée pour former leurs collaborateurs, par exemple, ou les aider à produire mieux ou à produire plus rapidement. Sur ces 450 cas d'usage, puisque le sujet c'est la VR en France, 80% des cas sont des cas français utilisés par l'entreprise. Donc là, il y a un phénomène qui est un petit peu souterrain, mais la réalité virtuelle est déjà une réalité pour beaucoup d'entreprises en France. Il y a une étude qui a été réalisée il y a début septembre, elle est sortie mi-septembre par Capgemini, un sondage auprès de 600 entreprises déjà utilisatrices en tant que soit test, soit déjà l'ayant largement éprouvé, utilisatrices de la R et de la VR. Et leur demandait dans combien de temps
ça sera mainstream, c'est-à-dire la majorité des collaborateurs de l'entreprise utiliseront l'AR et la VR. La réponse, pour la moitié d'entre elles, c'était moins de 3 ans. Donc le phénomène est déjà là et bien présent. Donc c'est rassurant par rapport au grand public. Parce que c'est un peu différent. Le grand public, c'est un peu plus compliqué, a priori. En fait, si on considère que c'est un nouveau média et que ce nouveau média doit acclimater ses futurs consommateurs, on va être, je pense, dans la même situation qu'avec l'arrivée des PC, puis des mobiles. Ils sont majoritairement, en tout cas pour les PC, arrivés par l'entreprise. Les gens ont compris à quoi ça servait. Et à mesure que les usages professionnels, d'une part, et la démocratisation des prix, d'autre part, avançaient, les gens ont pu s'équiper à la maison. Quand Bill Gates a dit il y a fort longtemps, un jour il y aura un PC dans chaque bureau et dans chaque maison, il a été pris pour un fou furieux. Quand Zuckerberg a dit il y a un an, on veut mettre 1 milliard de personnes dans la réalité virtuelle, c'est aussi un pari ou un objectif qui est assez délirant, mais qui est parfaitement atteignable, notamment si la compréhension des usages de la VR et de l'AR se fait au boulot, dans un usage quotidien. D'accord. Et si les entreprises viennent à la réalité virtuelle, c'est pour 2 raisons très simples. La première, c'est le ROI, et la deuxième, c'est aussi le ROI. Alors le premier ROI, on le connaît, c'est le retour sur investissement. Il y a assez peu de chiffres, c'est étonnant, alors qu'il y a quand même pas mal d'entreprises qui ont déjà un bon historique de l'utilisation de la VR. Il y a assez peu de chiffres sur les retours sur investissement. Sans doute parce que ces retours sont assez phénoménaux, et du coup, c'est des avantages compétitifs qu'il est peut-être prudent de ne pas révéler à ses concurrents. Certains l'ont fait quand Bell, les hélicoptères Bell, annoncent que le temps de développement d'un hélicoptère qui se chiffrait en années se chiffre maintenant en mois grâce à l'utilisation de la réalité virtuelle. C'est assez fascinant. A priori, ils ont dit qu'ils ont mis 10 fois moins de temps 10 fois moins de temps. à faire l'hélicoptère, à le designer, parce qu'ils ont utilisé les moyens de réalité virtuelle Absolument. professionnels. Dans le secteur aéronautique, que Boeing utilise la réalité augmentée pour le câblage des carlingues. Donc les gens qui mettent les câbles dans les carlingues ont toutes les indications dans un système qu'ils portent sur la tête. Ça a permis de réaliser une économie de 25% en termes de câblage utilisé, ce qui est un premier gain important. Et ils estiment les gains de productivité à 45%. Alors, la dernière fois qu'on a connu un tel gap de gain de productivité, c'est quand on est passé à la vapeur. Voilà. Donc, si j'étais Boeing, effectivement, je ferais des efforts sans doute pour qu'Airbus n'ait pas accès à cette technologie. Ça ne va pas être possible, bien sûr. Mais ça dit que la VR a un potentiel sur la production et sur la formation qui est important. Le deuxième ROI, il est très spécifique, c'est ce que j'appelle moi, le return on impossible. La VR, notamment en formation, permet de faire des choses qui sont tout à fait impossibles à faire dans la réalité. Tu évoquais la prise de parole en public. Dans le cadre d'une formation à la prise de parole en public, personne ne peut s'offrir une salle avec un auditoire de 100 personnes qui vont réagir au talk que je suis en train de répéter. C'est tout à fait faisable en réalité virtuelle. Et grâce à la force de ce nouveau média, à la magie de l'immersion, quand on est face à cette foule virtuelle, le cerveau réagit exactement comme si c'était la réalité. Et donc, ce n'est pas de la connaissance qu'on acquiert, mais c'est de l'expérience. Et l'expérience, ça aguerrit, ça rend meilleur, ça permet d'aller plus vite à comprendre les choses. D'accord. Alors concrètement, je suis une entreprise, je ne connais rien à la réalité virtuelle, je frappe à la porte du pavillon. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, il n'y a pas d'entreprise qui ne connaît rien. Au sein de l'entreprise, il y a des gens qui connaissent un petit peu, ils ne sont pas très nombreux. Il y a des gens qui connaissent rien du tout, il y en a encore quelques-uns. Et puis, il y a une troisième catégorie de personnes, et c'est les pires. C'est ceux qui ont fait un tour de roller coaster dans un cardboard il y a 2 ans et qui ont été malades. Et ils ont rangé ça en se disant, c'est gadget, c'est pas au point, c'est juste pour s'amuser. Tous sont les bienvenus. Et on va, au cours d'une session de 3 heures, alterner les périodes de talk et les périodes de démonstration et d'expérimentation. Parce que parler des cas d'usage, c'est formidable, mais ça ne sert pas à grand-chose par rapport au fait de l'expérimenter. La réalité virtuelle est une technologie expérientielle. Tant qu'on ne l'a pas expérimenté soi-même, on ne peut pas en comprendre vraiment la finalité. Donc pendant ces 3 heures, on aura au préalable choisi auparavant ensemble les cas qui t'intéressent en fonction de ton secteur d'activité, de ton métier ou de tes problématiques. Et avec ton équipe, tu vas pouvoir donc essayer
des cas d'usage qu'on aura sélectionnés ensemble. Ok, c'est très clair. Ça paraît très intéressant. Je pense qu'il y a plein de gens qui vont venir suite à Je ton l'espère, vous êtes les intervention. bienvenus. Merci. Alors, on va parler dans le désordre du cinéma. On va commencer par les salles de cinéma. Oui, bon, je te donne celui-là. Alors, diversion, c'est pareil. C'est une société qui existe depuis un moment. On s'était rencontrés il y a un certain temps déjà. Oui, la société existe depuis 3 ans. Ouais. Alors, où vous en êtes? Alors, il y a plein de choses, plein de nouveautés depuis peu. J'aimerais que tu nous en parles un petit peu. Ouais, merci. Oui, alors pour faire un tour d'horizon de diversion cinéma, on a commencé notre activité en tant que LBE, donc Location Based Entertainment. À l'époque, ça n'existait pas vraiment. C'était en janvier 2016 et à ce moment-là, un petit peu comme le disait Nathan, on avait l'intuition que bien que toutes les prévisions annonçaient l'équipement massif des familles sur la planète, on se disait bien quand même qu'on avait probablement une petite fenêtre de tir qu'on estimait être de 6 à 12 mois pour faire vivre la réalité virtuelle dans des lieux physiques. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Donc finalement, ça a quand même perduré un petit peu plus longtemps que prévu. Non seulement ça a perduré, mais en plus ça a grossi. Et aujourd'hui, depuis, je dirais, une douzaine de mois, le salut de la réalité virtuelle viendra par les LBE. Voilà ce qui se dit. Grosso modo, en tout cas, ce qui se constate. Il faut être évidemment hyper vigilant par rapport à ça, parce que le salut de la réalité virtuelle, il a déjà été annoncé par plusieurs choses qui ont été parfois un petit peu déceptives. Mais à nouveau, il faut prendre le temps, il faut être patient. Comme on le disait précédemment, c'est un nouveau médium, c'est une nouvelle façon de raconter des histoires, c'est une nouvelle façon de vivre les histoires. Ce sont de nouveaux pactes qui sont passés avec le spectateur constamment. Donc il faut être un petit peu patient et savoir surtout être endurant, du coup. C'est quand même ça, je pense, le salut pour le coup des entrepreneurs VR, c'est de pouvoir être endurant et de ne pas s'attendre à devenir riche dans l'immédiat et peut-être même jamais. D'accord, Voilà. Ça veut dire que la VR, ça rend pas riche. Aujourd'hui, la est-ce que VR ne rend quelqu'un pas est- riche. Ok, bon bah très bien. Aujourd'hui, la VR est une aventure merveilleuse parce qu'elle nous permet de découvrir plein de choses, de s'enthousiasmer, de se planter aussi parfois magistralement et surtout de créer autour de nous, enfin en tout cas autour de cette industrie, dans cette industrie, un nouvel écosystème, de nouvelles relations entre les parties technologiques, les parties créatives, les auteurs. C'est un pont qui se fait entre le jeu vidéo et le cinéma. Enfin, tout ça est véritablement... et puis même le monde artistique, au-delà, je pense notamment aux sculpteurs, aux peintres, etc., qui viennent tous s'implémenter et construire ensemble ce que peut être la VR, en fait, parce que c'est pas encore très très clair ce que peut proposer la réalité virtuelle. On a bien compris qu'il y avait effectivement pas mal de cas d'utilisation. Je crois que c'est comme ça que tu appelais ça, Bertrand. Mais on ne sait pas encore exactement complètement où ça va. Mais pourquoi s'en alarmer? Moi, je trouve que c'est plutôt chouette d'être à ce moment qu'il faut chérir, où tout est encore possible finalement sur la direction dont les choses vont aller, où on propose, et je me fais le relais aussi de nos spectateurs qu'on accueille dans nos salles, et puis je vais revenir à notre activité. On propose des objets audiovisuels, des objets VR qui ne sont pas nécessairement complètement aboutis, mais à nouveau le spectateur, le visionnaute, le VR-naute, enfin je ne sais pas comment l'appeler, il est enthousiaste par rapport à ça. Il faut aussi un petit peu avoir confiance dans la personne qui vit l'expérience dans le masque. Voilà. Donc ceci étant dit, vous l'avez compris, moi je suis très très enthousiaste. Ceci étant dit, effectivement, diversion cinéma, c'est 2 activités principalement. Donc une activité de diffusion. Nous avons un cinéma de réalité virtuelle qui est hébergé par le Forum des images et qui est en action tous les samedis après-midi, de septembre à juillet. Vous pouvez venir découvrir des programmes de création, à la fois documentaires et de fiction. Donc ça, c'est une première chose. Et l'autre chose, c'est une activité de diffusion qui est cette fois-ci B2B, où effectivement, on met en place des espaces de réalité virtuelle, à la fois cinématiques, mais aussi interactifs, pour des sociétés et pour des festivals notamment.
On a la chance de mettre en place, ici, pour le 360 Film Fest, à la fois un cinéma et puis des installations interactives. Et puis on a la chance de travailler pour d'autres festivals mondialement connus, notamment le marché du film de Cannes, Venise, Dubaï, Amsterdam, etc. Donc ça nous fait voyager, ce qui est pas mal. Ça et le dernier volet de notre activité, c'est la distribution. Aujourd'hui, en réalité, quand on lance l'activité diversion cinéma, on s'imaginait être distributeur venant de la distribution cinématographique traditionnelle. Et puis on se rend compte, donc en janvier 2016, quand même assez rapidement, que pour être distributeur, il faut bien qu'il y ait des salles et qu'il n'y a pas de salle, et donc on ouvre une salle. Voilà toute l'histoire. Et puis depuis, donc cette salle a fait des petits, quoi, en quelque sorte. Et donc c'est pour ça que je dis, il faut quand même être endurant et avoir du temps. Et finalement, cette activité de distribution, on l'a ouverte en mai dernier, donc 2 ans et demi plus tard. C'est Paul Bouchard qui chapeaute tout ce pôle distribution internationale, et donc il s'agit de faire l'acquisition et la vente de contenus d'expérience en réalité virtuelle. Et aussi de représenter évidemment ces contenus dans les festivals de façon à créer de la visibilité et créer de la valeur autour du contenu. Et quand tu disais qu'il fallait qu'un jour ou l'autre, il faut que le spectateur se dise « Ah mais c'est ça que j'ai envie d'aller voir », mais quand on en sera là, ce sera gagné. Mais la route est longue, hein. La route est longue, et à nouveau, il faut être patient. Alors moi, j'ai une question à ce sujet, pardon de t'interrompre. Est-ce que le spectateur est prêt à payer aujourd'hui? Parce que jusqu'à présent, c'était un peu compliqué, le modèle économique, surtout pour la cinématique. Le jeu, il y a un historique. Le jeu, il faut acheter le jeu. Donc le cinéma, on paye pour aller au cinéma, mais c'est vrai qu'il y a eu des ères de piratage de films où on se disait que c'était un peu tout gratuit, etc. Et maintenant, payer pour regarder un contenu cinématique, est-ce que c'est quelque chose qui est vraiment... commence à arriver ? Oui. Alors, le problème, alors c'est intéressant, le problème n'est plus que les gens payent ou ne payent pas. Nous, aujourd'hui, au cinéma qui est au Forum des Images, les gens achètent leur ticket et personne ne râle. Et puis donc, mais c'est une façon aussi de le présenter, de le marketer. Il se trouve que nous, on met en place des expériences collectives qui sont très proches de l'expérience cinématographique telle qu'on la connaît. Donc, tout le monde commence en même temps. On prend son ticket pour un programme particulier. La séance commence à heure fixe. On accueille les spectateurs. On pitch la séance, les gens commencent et terminent en même temps, donc à l'issue il y a une discussion qui s'établit entre l'opérateur et puis les spectateurs, quoi, tout simplement. Donc ça pose pas tellement de problème, on y arrive. À nouveau, les gens n'ont rien à y redire, on a très peu de plaintes de gens qui sont scandalisés, quoi. Donc ça marche assez bien, et puis en plus le taux de remplissage est plutôt bon. Donc je dirais pas que ce soit une barrière. La barrière, en revanche, et là elle est peut-être à la fois plus inquiétante ou pas, j'en sais rien, c'est de malgré tout réussir à gagner sa vie quand on a un cinéma de réalité virtuelle. Aujourd'hui, pourquoi nous on n'a pas multiplié les salles? Tout simplement parce que le modèle économique du cinéma VR tel que nous le mettons en place, manifestement c'est peut-être pas la meilleure manière, j'en sais rien. Si tout se passe très 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 bien, à la fin de la journée, bon an mal an, on aura gagné 150 €. Bon. Donc, sachant que nous ne payons pas de loyer et que nous ne payons pas de communication. Tout ça, c'est fait par le Forum des Images. Donc, une fois qu'on dit ça, c'est vrai qu'on ne va pas se précipiter pour ouvrir des salles partout, parce que c'est effectivement très énergivore et donc assez peu rentable, quoi, finalement. En revanche, et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant quand on parlait du B2B, en revanche, l'été dernier, donc juillet-août 2018, donc il y a 3 mois, nous mettons en place pour un aquarium, l'aquarium de Brest, qui s'appelle l'Océanopolis, des gens charmants, un aquarium formidable. Nous mettons en place un cinéma de réalité virtuelle de 80 places. Qui est payé donc par l'Océanopolis, l'aquarium en question. On y montre 2 films pour un programme qui fait 25 minutes. 80 places. L'événement dure 42 jours. On fait 7 séances par jour. Et c'est gratuit pour le spectateur. Dans le sens où il achète sa place, son entrée à l'aquarium. Et puis, l'aquarium lui propose un panel d'activités, notamment le cinéma de réalité virtuelle, aller voir les vétérinaires qui nourrissent les loutres, et puis, je sais plus, il y avait un autre truc. Et donc, ça, ce sont des tickets que les gens prennent de façon à réserver leur place, mais sans avoir à débourser de l'argent.
Alors, est-ce qu'on doit se dire que c'est catastrophique, il faudra absolument que les gens payent? Est-ce qu'on doit se satisfaire du fait que finalement, de mon point de vue, tout le monde y gagne pour 3 raisons. D'une part, parce que l'Océanopolis est content. Les commentaires sur TripAdvisor étaient... donc pour eux, ça rentre dans un truc marketing, quoi. Les commentaires sur TripAdvisor étaient dithyrambiques. Donc ils sont ravis d'avoir pu proposer cette activité. Nous, évidemment, on est contents parce que ça nous fait bosser et que c'est quand même chouette. Les créateurs de contenu sont aussi contents puisqu'évidemment, l'Océanopolis paye ses contenus. Donc disons qu'il y a quand même un côté qui est extrêmement vertueux là-dedans. Excuse-moi de te couper. Est-ce que du coup, ils ont constaté une augmentation de leur fréquentation ou pas? Ou est-ce que c'est difficile à dire Alors, c'est difficile à dire parce qu'il se trouve que ça a été une très mauvaise année pour l'Océanopolis parce qu'il a fait très beau. Oui. Donc, c'est difficile à dire. Ceci étant dit, le retour que eux nous font, c'est que on a à nouveau que sur les commentaires TripAdvisor, il y a eu une véritable. Apparemment, c'est très important pour eux. Hein, il y a eu beaucoup d'étoiles supplémentaires, etc., et que ça permet un petit peu de ressortir quoi quand grosso modo on tape que faire à Brest quand il pleut quoi. Et est-ce qu'ils sont prêts à recommencer? Et ben voilà, c'est la discussion qu'on est en train d'avoir avec eux. Probablement, il faut voir exactement comment et quoi et dans quel tempo quoi. Mais probablement. Mais toujours est-il, et simplement pour terminer sur ce truc-là, j'insiste vraiment sur le fait, mais je pense que évidemment Nathan l'a complètement lui aussi en tête. Vite, je me dépêche. C'est que une séance aujourd'hui de réalité virtuelle, telle que nous on l'a pensée, c'est quelque chose qui est à nouveau voir la réalité virtuelle, diffuser de la réalité virtuelle, c'est un vrai truc. C'est un vrai truc parce qu'on ne sait pas très bien ce que ça signifiait, ouais. Aujourd'hui, je pense qu'on commence à avoir des... Je parle vraiment trop. Non, c'est parce que c'est l'heure, c'est ça? Non, c'est une blague. Ouais. Continuons. On commence à voir des éléments de réponse et notamment là à Brest, on a quand même reçu près de 25 000 spectateurs. Hein, moi, je trouve que c'est quand même pas rien, quoi. Je crois même que c'est sans précédent dans l'industrie vert d'avoir un lieu qui a reçu autant de spectateurs sur ce temps-là. Qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais simplement dire que oui, voilà, diffuser de la VR aujourd'hui, c'est pas simplement mettre un masque, allez-y, servez-vous, c'est créer un moment. À nouveau, ça paraît vraiment d'une simplicité bête, mais c'est créer un moment. Quand on dit aux gens, vous allez prendre un ticket, vous réservez votre place là pour 15 heures, vous revenez à 14h55, il y a 80 personnes qui font la queue, donc 5 minutes, hein, c'est pas très long, qui font la queue devant ce cinéma, on fait rentrer les gens, qui sont tout excités, ils voient le matériel, on attend que tout le monde s'assoie, on leur pitch les films qu'ils vont voir, donc là encore l'excitation est encore plus forte, tout le monde, et donc il y a toujours un petit moment au test de l'air, le casque audio et tout. Et puis allez-y, mettez votre masque. Et là, ça vibre dans la salle. Les gens mettent leur masque et tout. Et puis, il se trouve que nous, on a, comme je le disais tout à l'heure, ce sont des expériences collectives et simultanées. Donc, on appuie sur play. Le film commence pour tout le monde en même temps. Et puis là, les gens commencent à être assez sonores, en fait. Et donc, à se parler les uns les autres. T'as vu la tortue et tout. Et ça, c'est chouette. C'est parce que, et donc, évidemment, à la fin de la séance, les gens enlèvent le masque. Alors, il faut quand même savoir qu'une séance sur 2 était applaudie. Moi, je trouve ça quand même dingue. Donc, il y a un enthousiasme. Donc, ça marche. Oui, il faut que les contenus soient mieux. Il faut que la qualité soit mieux et tout, bien sûr. Mais aujourd'hui, avec ce qu'on a, et vraiment, j'insiste là-dessus parce qu'on a toujours tendance à penser que la VR, ce sera pour demain. La VR, c'est aujourd'hui. Et avec ce qu'on a, on arrive à faire des choses chouettes, à donner un petit peu d'enthousiasme, quoi, à transmettre cet enthousiasme aux spectateurs. Donc, il y a beaucoup de potentiel à la fois en production et en diffusion sur la réalité aujourd'hui, vraiment aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors là, l'enthousiasme, je pense que c'est très clair. Enfin, je pense. Hein. Donc, merci à toi et à suivre. On va parler un peu de... Alors, je suis désolé, on est en retard, c'est normal, hein, de toute façon. De la fiction en VR. Alors, moi, à titre personnel, je trouve que c'est le genre le plus difficile à mettre en œuvre en cinématique VR. C'est compliqué de faire plonger un spectateur dans une fiction. Autant c'est beaucoup plus simple de le faire plonger au milieu des requins ou au bord du volcan. Ou voilà. Autant fiction, c'est vrai qu'on a une offre de fiction
je dirais, à plat, qui est déjà pléthorique, avec tous nos abonnements, Netflix, Amazon Prime, le cinéma, etc. etc. Donc j'aimerais bien avoir ton point de vue sur la fiction en VR, puisque c'est ce que tu fais. Et puis surtout, c'est intéressant de voir les coproductions avec l'étranger. Voilà, comment ça se passe aujourd'hui? Est-ce que c'est un vrai marché aussi? Comment ça marche? Beaucoup de questions à la fois. Oui, beaucoup de questions et peu de temps. Désolé, hein, je Ouais, me permets de l'ajouter. Non, mais court, pragmatique et direct, ça me va aussi. Donc oui, moi c'est François, Digital Rise. Je suis un producteur de fiction en réalité virtuelle. Alors aujourd'hui, je pourrais presque dire que c'est galvaudé, puisqu'on peut carrément parler d'expérience immersive, puisque les productions que vous pouvez voir sont à la fois de la cinématique VR et de l'expérience room scale. Donc on est sur deux typologies d'expériences différentes, mais qui s'adressent à la fois à Nathan et à Camille. Digital Rise, c'est une division créative de DV Group avec qui nous sommes associés. Notre activité est axée sur 4 pôles, comme vous pouvez le voir. Donc Story Lab, qui consiste, et c'est vraiment le cœur du travail que je fais moi en tant que producteur, consiste à aider et accompagner les auteurs et les réalisateurs sur la création et la structuration narrative d'une expérience qui trouve son audience. Donc c'est quand même un travail qui est parfois qui peut être très rapide, qui peut être aussi long. Ensuite, il y a une deuxième pôle d'activité qui est, je ne sais pas si on peut rafficher peut-être la slide un petit peu pour que tout le monde voit. Voilà, la deuxième donc qui est licence, où là on fait de l'accompagnement pour l'adaptation de licences de bande dessinée ou de licences littéraires ou quoi que ce soit pour la réalité virtuelle, que ce soit à travers un film 360 ou une expérience room scale. IP Lab, c'est le penchant inverse, dans le sens où on crée des licences à partir d'un pitch, d'une histoire, et on voit comment on peut les exploiter et les décliner au-delà de la réalité virtuelle. Et Workshop, tout simplement, pour chaque fiction, chaque projet, on essaye de réfléchir à de nouvelles façons d'immerger encore un peu plus loin et toujours plus le spectateur, en le surprenant, en trouvant de nouvelles façons de réaliser des images, de belles images. Et voilà, donc là vous avez un aperçu donc, deux films 360. Donc Mechanical Souls, qui est la première coproduction franco-taïwanaise en VR, que nous avons tourné cet été à Taïwan, avec le festival de Kaohsiung, qui a participé à la production. Marie-Antoinette, qui est donc un prototype qu'on a tourné l'année dernière pour une série qui est en cours d'écriture par Carole Liu, qui est une série de fiction racontant un peu la vie de Marie-Antoinette, la dernière reine de France, et Jailbirds, donc, qui est une adaptation d'une historiette de fluide glacial qui a été publiée en 86 de Philip Foster, et sur lequel on travaille depuis maintenant 2 ans. Voilà. D'accord. Moi, je voudrais que tu nous parles un peu plus de la copro avec les autres pays. Ouais. Comment ça s'est passé là sur le Mechanical Souls, par exemple? Mechanical Souls, ça s'est passé assez vite, en fait. On a eu... Vous savez, si je devais résumer ma vie, moi, je dirais c'est avant tout des rencontres. Et c'est un peu ça. On a eu la chance de rencontrer Estella, notre coproductrice de Serendipity Film, au festival New Images en avril, je crois, c'était avril, c'est ça? Avril dernier. Et en fait, elle venait de Taïwan et elle savait qu'il y avait un certain dynamisme créatif en France, et elle recherchait un projet sur lequel elle pouvait se positionner. Nous, à ce moment-là, on était en plein développement de ce projet de série 360, dont la narration est pilotée par une intelligence artificielle. Donc c'est quelque chose quand même assez complexe. Et il s'avérait que l'histoire se passait en Asie, à l'occasion d'un mariage traditionnel chinois. Donc il y avait une connexion culturelle qui s'est faite. Et le courant est très vite passé entre nous. Ce projet, au courant du mois de mai, a été sélectionné aussi par le Google Jump Start Programme. Donc Google nous a fourni leur caméra pour tourner ce projet. Et le festival de Kaohsiung à Taïwan, justement, était intéressé aussi par l'histoire, dans le sens où c'était l'opportunité aussi d'ouvrir
leur présence à l'international. Donc ils ont financé une partie de la production, ce qui nous a permis de greenlighter un tournage fin mai. Et nous avons tourné donc à Taïwan, à Kaohsiung, début août. Et il y a 2 semaines, on présentait donc en avant-première à Kaohsiung, au festival de Kaohsiung, le 3 fois 13 minutes, stitché, monté, talonné, VFX, dans des délais assez courts. Et alors, c'est un peu une performance parce que c'est vrai que c'est court. Ouais, c'est un peu une performance. Ça a été assez intense. Honnêtement, moi c'était la première fois que je produisais avec la caméra de Google et elle a prouvé une efficacité assez intéressante dans le sens où elle nous permet elle nous permet de faire par elle-même, par son algorithme de recollement d'images, on a 70% à 80% du travail du stitcher qui est fait et qui est propre dès les premières livraisons. Il y a un peu d'affinage, mais du coup ça permet de gagner beaucoup de temps en post-production. Bon, je ne veux pas trop rentrer dans les détails techniques parce qu'on n'a pas forcément le temps. Mais en tout cas, on a pu. Une chose est claire, c'est que c'est grâce au soutien aussi du festival de Kaohsiung, son soutien financier, qu'on a pu greenlighter très rapidement le projet. Et les coproductions se font. Marie-Antoinette, c'est aussi une américaine, une auteure américaine qui est venue nous voir. Et Jailbirds, on est sur une coproduction France, Belge, Canada. Donc la créativité, elle est obligée de se faire à l'international à travers, parce que ça nous ouvre accès à des marchés. Par exemple, sur Mechanical Soul, l'Asie était quand même un marché actuellement qui est en plein boom, mais pour lesquels aujourd'hui c'est vraiment que du jeu de shooter de zombies terroristes, comme tu disais, ce qui est un peu dommage. Mais il y a une vraie demande, et Camille peut en témoigner à travers son activité. Il y a un public qui est là pour de la cinématique, pour des expériences qui racontent des histoires qui ne sont plus du gaming. Et il y a un public qui est présent à l'international. Donc en Chine, c'est un grand marché, en Asie, le territoire américain aussi. Et du coup, pour moi, la problématique, c'est comment créer des histoires qui vont être forcément assez onéreuses à développer, parce que si on prend le cas de Jailbirds, on est sur un budget de production aux alentours de 700 000 €. Mechanical Souls, pour toute la série, on va être pas loin des 3 millions d'euros. Donc ça fait quand même des budgets assez conséquents. Donc derrière, forcément, on s'adresse directement à une exploitation internationale. Et du coup, on lève des financements à l'international. C'est pas toujours évident. Mais ça peut être long. Ça peut être long. Et c'est vrai que ce qu'on remarque et ça peut être rapide, comme on a eu le cas là, en moins de 6 mois, on a pu produire quelque chose. Ce que je remarque en VR aujourd'hui, c'est que si on n'est pas rapide, on est parfois dépassé en fait par la technologie, par d'autres expériences. Et c'est là, c'est exactement là, et c'est là toute la complexité, moi, pour mon travail, parce qu'effectivement, Mechanical Soul, par exemple, la réalisatrice, je l'ai rencontrée en décembre 2016, et on a commencé en février 2017 à travailler sur le projet. Et on a tourné là en 2008. Donc effectivement, c'est des temps qui sont assez longs. Et donc du coup, pour nous, c'est pour ça que c'est très intéressant on se voit fréquemment avec Camille. Et pour moi, c'est très intéressant d'avoir ces feedbacks, par exemple, par rapport au public, par rapport à elle, comment elle perçoit le marché. Même nous déplacer en festival à l'international, c'est très intéressant. Ça nous permet de savoir quelle est l'attente du public. Et même à des salons comme au Satis, où ça me permet d'anticiper les usages, d'anticiper la technologie. Et du coup, de savoir dans notre timeline, entre le moment où on va développer le projet et le moment où il va sortir, s'assurer que, d'une part, l'histoire et la façon dont ça va être réalisé sont toujours d'actualité, et d'autre part, réfléchir aussi à différentes possibilités de déclinaison du projet, et pour pouvoir amortir sur différents créneaux, différents canaux de diffusion, un film. Par exemple, sur Jailbirds, on est sur une expérience room scale qui va être déclinée en film 360 et qui va être déclinée aussi en court-métrage de cinéma stéréoscopique. Parce qu'on est en animation temps réel, enfin, il y a beaucoup de possibilités techniques. Et sur Mechanical Soul, c'est pareil, on a une réflexion à se poser. La diffusion première en LBE. Donc, comment rendre cette expérience comme une expérience premium qui justifie aussi un prix d'achat de billets qui est peut-être un peu plus élevé que ce qui est pratiqué, mais où les gens vont faire une expérience unique qu'ils ne pourront pas refaire chez eux lorsque le film sera disponible sur plateforme. Donc voilà, il y a pas mal de stratégies comme ça à réfléchir, mais auxquelles on réfléchit dès l'écriture. Donc d'où l'intérêt pour moi d'accompagner très tôt les auteurs sur la boucle est bouclée. Je ne sais pas si
si ça répond à toutes les questions. Je pense que c'est assez clair. Et ce qu'on constate, c'est que la France est assez bien représentée dans le monde. C'est vrai que la créativité, c'est quelque chose que on a voyagé dans le monde, moi aussi un peu. Et c'est vrai que les gens apprécient le travail créatif des créateurs français et technologique aussi, parce qu'il y a il y a un vrai savoir-faire en VR et notamment en cinématique VR qui est chez nous et qui s'exporte plutôt pas mal, je dirais. Merci à toi. On a vraiment les compétences. Maintenant, on a même des gens de l'international, des Américains qui viennent en France pour rencontrer des producteurs et des réalisateurs français. Oui. À Taïwan, pareil, on a trouvé des compétences techniques très, très intéressantes à Taïwan, mais eux-mêmes étaient demandeurs d'un accompagnement artistique pour vraiment la structuration de narration et d'expériences immersives qui sont engageantes pour le public. Donc, voilà. Merci. On a débordé. Je suis désolé. Il reste Alan qui va parler un peu de technique. Alan, donc... Non, ça c'est déjà fait, pardon. Alan, Visual Impact. Alors, vous avez commencé assez tôt à distribuer du matériel, à le vendre et à le louer, avec GoPro notamment. Et puis maintenant, vous avez quand même une gamme qui est assez intéressante pour les créateurs, puisque là, vous avez à peu près les marques les plus utilisées aujourd'hui. Voilà, on va résumer ça en un temps assez court. Je suis désolé. Ok. Oui, concrètement, c'est ça. Alors, la VR, nous, Visual Impact, on s'y est mis il y a 1 an tout pile, puisqu'on avait commencé au Satis l'année dernière. On avait effectivement travaillé un petit peu avec GoPro avant sur l'Omni, l'expérience mitigée. Effectivement, on a voulu passer à un stade un peu supérieur et on a eu la chance de travailler avec Kandao. Et aujourd'hui, on a la chance de travailler sur de la Zcam avec Insta360 et avec Kandao, tout en parallèle, pour essayer de fournir le plus de diversité technique aux créateurs pour leur permettre de créer du contenu techniquement élevé pour les diriger vers de la distribution. Et c'est pour ça que je trouve ça marrant parce que moi j'ai tendance à dire que la VR c'est un peu comme les Goonies. C'est une espèce d'aventure énorme, passionnante, qui nous fait tous rêver en tant que créateurs, diffuseurs, même clients finalement. Mais c'est surtout une bande de potes. Donc en fait on est là pour s'entraider aussi, de travailler ensemble. Et nous, Visual Impact, on a essayé de travailler là-dessus, d'essayer de travailler sur un peu fédérer le mouvement VR pour essayer de faire en sorte de créer un hub social. On a travaillé avec Lucas, par exemple, sur la partie technique. Il a eu des besoins, on a essayé d'y répondre au mieux, on a essayé de l'accompagner au maximum. On travaille ensemble, toi et moi, sur cette partie-là aussi, sur l'accompagnement technique pour les personnes qui voudraient se lancer là-dedans pour créer du contenu, mais qui ne savent pas vraiment comment faire, qui voudraient démarrer. Donc on n'est pas vraiment dans le cadre de la formation, mais plus de l'accompagnement plus globalisé. Et surtout que c'est important pour les créateurs et toutes les autres personnes de savoir où trouver le matériel, où trouver les besoins techniques, pour y répondre en tout cas aux besoins. Nous, on veut répondre à ça aujourd'hui. C'est pour ça que vous avez fait quelques ateliers. Effectivement. C'est somme toute assez intéressant pour vos clients existants et puis pour aussi aller chercher d'autres clients. C'est ça. On a voulu vraiment les accompagner aussi dans des journées de formation où finalement on aborde un petit peu de manière globale comment fonctionne la VR, pourquoi c'est un nouveau média qui est très intéressant, pourquoi il est novateur, pourquoi il demande beaucoup de créativité aussi, à tous les niveaux. Je pense que même au côté justement production, distribution, je pense que c'est aussi là où il faut être créatif sur comment on peut amener ça aujourd'hui, comment on peut produire, est-ce que c'est une nouvelle façon de produire à tous les niveaux ? Est-ce qu'il y a des similarités avec le système classique, la distribution aussi ? Je pense qu'il y a vraiment tout à refaire effectivement depuis le début en fait. On en est au début comme tu disais tout à l'heure. Donc il y a vraiment des choses à faire et donc chacun doit s'entraider je pense à ce stade-là, à ce stade de la découverte, de l'expérimentation. Tout le monde doit échanger au maximum pour trouver le partenaire technique, le partenaire de financement, de production, de distribution pour produire du contenu viable avec les meilleures personnes. Et je pense que le système avancera par lui-même grâce à ça, grâce à ce côté soudé en fait dans cet esprit-là. Alors, les nouvelles un peu excitantes, parce que bon, il faut qu'on ait du matériel à regarder, à toucher, à utiliser. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans vos ateliers ? Alors dans nos ateliers, on fait beaucoup de choses. On travaille aujourd'hui sur l'optimisation de la partie live du VR, autant 360 que 180. On essaie de trouver les solutions les plus viables économiquement, c'est-à-dire pas tout de suite tomber dans le système qui coûte
15, 30, 60, 40, 80 000 euros pour réussir à faire un live qui finalement ne pourrait pas être difficilement vendu à ce prix-là. On essaie de trouver une alternative économique en fait pour augmenter le niveau de production, mais aussi la quantité de production, parce que c'est aussi ça qui est nécessaire pour tout le monde aujourd'hui, c'est d'avoir plus de contenu. Donc pour ça, il faut trouver du matériel qui va être techniquement viable, mais économiquement aussi viable. Donc on essaie de travailler là-dessus pour fournir des solutions clés en main, principalement, avec des kits de tournage déjà, dans un premier temps pour les parties classiques, mais aussi pour le live, avec des optimisations en fonction de ce que vous avez besoin de faire. Par exemple, en ce moment, on travaille sur la partie sans fil du live. Parce qu'aujourd'hui, pour le live, on est obligé d'être, pour ceux qui ne le savent pas, on est obligé d'être câblé en Ethernet sur la plupart des caméras, ce qui est pratique parce que c'est fluide, c'est stable. Le problème, c'est que parfois, c'est un peu compliqué dans certaines situations. Donc là, on essaie de travailler sur un système en sans fil pour enlever ce câble, tout simplement, et optimiser la partie tournage sur le live. Pour la partie VR180, on est en train de travailler aussi sur des rigs personnalisés, peut-être en Alpha 7S2 par exemple, pour pouvoir proposer des choses qui existent peut-être déjà, mais surtout des choses en coût pas trop excessif. Pour la partie live, on y travaille, c'est un peu plus complexe, mais ça va venir, je pense, dans l'année. On a énormément de projets techniques pour cette année, et on estime qu'effectivement, d'ici décembre prochain, on pourra combler tous les trous de la production aujourd'hui. Pour chaque besoin, on aura une solution. Ce qui est important aussi de préciser, c'est au niveau de la partie, parce que les caméras c'est bien, mais parfois il faut les accrocher quelque part. On essaie aussi de trouver des solutions techniques sur cette partie-là, sur la partie machinerie, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y a beaucoup de demandes autour de ça. Parce qu'il y a des solutions qui existent, mais c'est beaucoup de bricolage aujourd'hui, faut pas se mentir. Donc nous on essaie de travailler, même en parler avec des marques aussi, pour essayer de développer des produits. Je travaille beaucoup avec Manfrotto pour essayer de leur donner des idées de création de produits, justement, pour pouvoir répondre au mieux aux besoins de certaines situations parfois complexes ou très spécifiques. On peut citer le cas des voitures de rallye, par exemple, des accroches dans des voitures de rallye. On se retrouve vite à travailler avec simplement du tube machinot et puis ça prend de la place, puis ça alourdit la voiture, donc ça pose des problématiques au niveau du pilote qui du coup ne connaît plus sa voiture parce que l'arrière dit... Enfin, il y a beaucoup de problématiques techniques qu'on essaie de résoudre en créant du matériel, en faisant fabriquer du matériel, mais surtout pouvoir trouver ce que vous avez besoin. Et donc pour ça, on a besoin de retour. C'est pour ça qu'il y a le côté hub social qui est important, parce qu'on a besoin du retour technique aussi. Vous êtes en tournage. Nous, on ne produit pas de contenu aujourd'hui. On réfléchit à des solutions, mais on a besoin de ce retour technique. Autant que à la production, ils ont besoin du retour des spectateurs. Nous, on a besoin des retours des créatifs. Et avec Lucas, on a travaillé un petit peu là-dessus aussi. Il nous a fait pas mal de retours sur son expérience avec le matériel Kandao. Alexandre aussi, beaucoup d'autres clients aussi, DV Group, etc. nous a beaucoup fait de retours. Et c'est très important. On essaie de construire ça, de travailler ça au maximum. Après, voilà. Nous, on est là. On veut répondre à un besoin au maximum. Et on veut surtout accompagner les gens. Donc, il faut absolument pas hésiter à venir tester tout le matériel qu'on a en démonstration. On a effectivement de la Insta Pro 2, on a de la Kandao, Obsidian R et S et Go, on a de la ZCam S1 Pro et tout ça en location. Donc vous pouvez aussi faire des tests beaucoup plus prolongés. On peut livrer de la licence live pour Kandao aussi. S'il y a besoin pour des licences temporaires, donc si vous avez besoin que d'une semaine de live, c'est des choses qui sont possibles de faire. On a le matériel à côté pour. Et on a pas mal d'autres choses. On a des régies 4K aussi. Chose qui peut être assez pratique si vous voulez faire du multicam en Kandao. Donc voilà, on essaie de fournir un maximum de choses et tout est visible. C'est des choses qui sont chez nous, il suffit de passer, de prendre rendez-vous éventuellement et vous pouvez regarder et tester tout ça. Merci à toi. On n'est pas trop en retard, c'est plutôt bien. Je pense que vous avez eu un large panel et vraiment pas mal d'informations. Alors s'il y a des questions, ce qu'on va peut-être faire, c'est libérer la salle et puis prendre les questions en dehors. Parce que je ne sais pas si après il y a une autre conférence, je pense que oui. Donc on va s'arrêter là. Merci à vous et on prendra les questions juste derrière. Merci beaucoup. Merci.